La Terre, on sait qu'elle se trouve dans cette zone habitable, et à la fois Vénus et Mars se trouvent en bordure de cette zone. C'est possible, cette zone n'est pas tout à fait la même et qu'elle ait pu inclure une planète telle que Mars. Donc l'habitabilité d'une planète, c'est la mesure de la capacité d'un corps astronomique de développer et d'accueillir la vie. Ce qui, de manière traditionnelle, passe toujours par l'idée que pas de vie sans eau nécessite que cette planète soit capable à la fois d'avoir de l'eau, mais aussi de l'eau liquide, là où la vie s'est développée sur Terre. Et donc, on peut regarder ce que l'on appelle un diagramme de phase. Et alors, ce diagramme de phase, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne, sur cet axe, la température, et sur l'autre axe, la pression. Et ces deux coordonnées sont importantes pour savoir si l'eau peut être stable dans un état plutôt qu'un autre. Donc, on voit qu'on a trois zones. Une zone où l'eau est gazeuse, une autre où elle est liquide, c'est celle qui nous intéresse, et une autre où elle est solide. Alors, on voit que la marque de la Terre, elle est positionnée parfaitement bien dans une zone où elle est liquide. Vénus est très loin, très chaud, beaucoup de pression. A priori, elle est complètement en dehors de cette zone liquide, en tout cas en surface. Et puis Mars se trouve un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire ce qu'on appelle le point triple, là où l'eau peut exister à la fois à l'état solide, gazeux ou liquide. Et donc, il y a une tentation derrière ça de se dire, en fait, finalement, on n'est pas forcément très loin des conditions qui permettraient d'avoir de l'eau liquide sur Mars. Et cette question, c'est un peu ce qui a sous-tendu l'exploration de Mars jusqu'à maintenant, et qui s'appuie sur deux concepts importants. Donc l'habitabilité, j'en ai parlé, l'évolution de cette planète, notamment à travers celle de son climat, pour essayer d'apporter une réponse plus ou moins ferme, plus ou moins définitive sur la présence de vie présente ou passée. Et donc ça, ce sont des grands moteurs de l'exploration spatiale et des grands moteurs de la recherche martienne. Alors commençons par un petit historique. La vie sur Mars, mythe ou réalité? Alors, ça commence très tôt, cette association de Mars et de la vie. Avec les Grecs, qui voyaient Mars assez rouge dans le ciel, et qui l'associaient donc avec du sang, la mort, la guerre. Ils lui ont donné le nom de Arès, qui en romain, en latin, est devenu Mars. Et donc, on voit déjà une première association de Mars avec quelque chose d'assez humain, assez vivant. Et puis est venu le temps de l'astronomie, et le mythe du Martien est né avec cet homme, c'est Giovanni Schiaparelli, qui en 1877 établit une carte de Mars. C'est un astronome, il a regardé Mars, et puis il a dessiné, donc il a vu des continents, des océans, chose que, évidemment, aujourd'hui, on ne trouve plus, mais à cette époque, il croit voir ce qu'il appelle des canali. Donc, voilà, ces structures-là, qui, un peu sur la base d'un malentendu, s'est transformée en canaux. Alors, canaux, pour les Italiens, ça n'a pas tout à fait la même connotation que canaux pour nous, qui sont des œuvres humaines. Donc, il faut se rappeler qu'à cette époque-là, on était une vingtaine d'années après la réalisation du canal de Suez. Et donc, ces canali, dans l'esprit des gens, et d'ailleurs dans la famille des astronomes, est devenu quelque chose de très, très humain et donc d'extraterrestre. Donc, ça a été repris par plusieurs astronomes, notamment Camille Flammarion, qui a édité un certain nombre d'ouvrages au sujet de Mars, et qui était persuadé, quasiment à la même époque, que Mars était tout aussi habitable que la Terre, voire même mieux. Et qu'il se pouvait qu'elle pouvait être habitée par une race humaine très supérieure à la nôtre. Donc c'était un homme avec une certaine autorité scientifique, c'était un astronome de renom. Donc on peut imaginer que quand des gens avec un tel aplomb et une telle reconnaissance diffusent ce genre de message auprès du grand public, l'impact que ça peut avoir. Et ça a été repris par d'autres astronomes, un astronome américain, en particulier Percival Lowell, qui a lui aussi érigé une carte des canaux, dont il était persuadé
qu'il avait été conçu par une intelligence extraterrestre. Et c'est un peu là que est venue s'installer dans l'esprit du grand public l'idée que Mars était habité par les Martiens. Donc ça donnait d'un tas d'œuvres plus ou moins intéressantes, beaucoup d'ouvrages. On en est même passé par les premières fake news. On voit ici Orson Welles, qui était un auteur à l'époque, qui a saisi de panique l'intégralité du territoire américain en faisant croire aux gens que les Martiens étaient arrivés. Donc il a orchestré toute une scène où il se retrouvait au devant des Martiens, expliquer ce qui était en train de se passer. Et il s'appuyait en fait sur l'idée de la guerre des mondes, qui est un livre qui était très connu de Wells, et qui expliquait que l'arrivée des Martiens était quasiment synonyme de la fin de l'humanité sur Terre. Et donc l'Amérique a été prise par un vent de panique pendant plusieurs heures. Les gens ont quitté leur domicile, ont essayé de... Et donc, s'est installé encore plus fortement le concept du Martien. Alors, ce concept, il n'a quand même pas résisté trop longtemps, notamment parce que avec la technologie, les progrès de l'exploration spatiale, on a pu commencer à envoyer des sondes vers la planète. Donc en 1964, premier survol de Mars par un satellite de la NASA, satellite Mariner 4, qui nous renvoie des photos assez décevantes finalement. Donc c'est un peu la douche froide. Qu'est-ce qu'on voit? Une surface très cratérisée, exactement ce qu'on voit sur la Lune. Et donc ça, a priori, ça n'incite pas à penser qu'on ait quelque chose de très habitable d'un point de vue de la surface martienne. Et alors, les premiers commentaires disent, contrairement à ce qu'on prévoyait, nous avons découvert une planète qui était incroyablement peu propice à la vie. Donc on fait un petit peu un retour en arrière. Première expérience, on se dit, finalement, Mars, c'est pas aussi bien que ça. Et puis est venue la période plus fondamentale encore de l'exploration en surface. Donc, les premiers atterrisseurs qui ont fonctionné à la surface de Mars, c'est des atterrisseurs américains. C'est la mission Viking. Vous avez ici un célèbre planétologue, Carl Sagan, qui était très, très impliqué dans cette mission, et qui nous montre à quoi ressemblait cet atterrisseur. Et donc, on a coutume de dire que cette mission Viking est la première mission exobiologique, c'est-à-dire qu'on va chercher la vie ailleurs, ailleurs, et biologique, évidemment. Et il est équipé d'un certain nombre d'instruments. On voit ici là, sur le bras là, qui est entouré par le cercle rouge. Un certain nombre d'instruments, 4, qui étaient là pour voir s'il était possible, avec des moyens, on va dire, pas rudimentaires, mais pas forcément extrêmement évolués, de déterminer si, sur Mars, on pouvait avoir à la surface de Mars, on pouvait avoir de la vie. Et donc, c'est des expériences qui ont été menées en parallèle, qui devaient, à minima, voir s'il y avait de la matière organique, ce qui constitue le vivant. Malheureusement, ces expériences, après quand même une certaine période de débat, n'a pas pu révéler ni matière organique, ni matière vivante. Donc, on va dire, deuxième douche froide, la surface de Mars, a priori, ne porte pas de traces, là, en tout cas, là où c'est les deux victimes qui sont posées, de la présence. Encore que, beaucoup de gens sont revenus sur la question, ont essayé de reprendre les données. Donc, comme toujours avec la vie sur Mars, il y a un débat toujours très passionné, avec des camps très, très marqués. D'ailleurs, ça n'a pas empêché Carl Sagan, qui est un planétologue non seulement de renom dans la communauté scientifique, mais aussi dans le grand public, puisqu'il a animé des émissions qui étaient par les moniteurs. Lui, il était toujours dans sa projection, cette idée de se dire, finalement, Mars, bon, d'accord, on n'a rien trouvé, mais peut-être qu'on a mal regardé. Finalement, ce qu'il faudrait faire, peut-être, c'est d'attendre la nuit, de prendre des photos, et puis de se dire, de mettre un appât, et peut-être qu'un martien, une bête martienne viendrait chercher. Donc là encore, on a des gens sérieux qui élaborent des scénarios un peu farfelus, mais qui diffusent quand même, qui continuent à diffuser cette idée dans l'esprit. Alors, évidemment, pour se défendre, parce qu'il a été. Certains ont prouvé
dire la fabulation. Et lui dit, bah oui, mais il faut quand même bien qu'il y ait des gens qui proposent des idées folles pour qu'on essaye de les démonter ou de les confirmer. Évidemment. Bien. Passe un certain temps, depuis Viking, depuis les années 80, jusqu'à 1996, une équipe scientifique de la NASA, équipée de moyens d'analyse, récupère ce qu'on appelle une chagotite, une roche minérale, venue de Mars, a priori envoyée par Mars il y a 15 millions d'années. Ils analysent en profondeur. Qu'est-ce qu'ils voient? Une structure qui fait penser à une forme de microbienne très rudimentaire. À minima, une trace de molécules organiques complexes qui sont les bases du vivant. Donc, grand battage médiatique, évidemment, jusqu'à même le président Clinton à l'époque, qui dit on a a priori la première preuve que la vie existe. Alors maintenant, on est là encore, on fait une annonce, on revient en arrière, il se trouve que le consensus est plutôt de dire non, ce n'est pas du public, ce n'est pas de la vie martienne, c'est probablement une vie qui a été captée dans l'atmosphère de la Terre, dans le chemin pendant la traversée de l'atmosphère de la météorite jusqu'à ce qu'elle soit ramassée. Là encore, des gens très sûrs de leur découverte ont continué jusqu'en 2010, donc 15 ans après, à affirmer que ça ne pouvait pas être autre chose que de la vie martienne. Et je trouve qu'il y a une phrase qui a été assez bien résumée par Paul Valéry, et que Roger Paul Leroy, dans Le Monde, avait associé aux Martiens, au concept de Mars, et que plus on envoie de stations d'observation sur Mars, plus on a de photos, de mesures, d'analyses, moins on rêve de Mars. Et donc, la phrase de Valéry qui est citée, c'est ce qui dérive par un peu plus de précision est un mythe. Donc, on peut parler du mythe martien, au moins jusqu'à cette époque. Alors, très franchement, quand on regarde Mars aujourd'hui, on a quand même de la difficulté à se projeter un environnement favorable à la vie. On a une toute petite atmosphère, enfin toute petite, très ténue, très fine, qui correspond à 150 fois moins de pression que ce qu'on a sur Terre, composée exclusivement de dioxyde de carbone. On a une température en surface qui est en moyenne de moins 50 degrés, et on peut descendre jusqu'à moins 80, moins 100 degrés. C'est extrêmement froid sur Mars. Et on voit que sa forme, associée à cette température froide, on voit des grandes structures de glace, en particulier la calotte polaire nord, qui est un édifice de glace de plusieurs kilomètres d'épaisseur, et qui s'étale sur près de 1000 km de diamètre. Et ça, c'est de la glace. Chose à retenir, ça veut dire que Mars a de l'eau. On parle de glissement, on a l'impression qu'on découvre de l'eau chaque année sur Mars, dans les médias, mais ça fait 40, 50 ans qu'on sait qu'il y a de l'eau sur Mars. Par contre, dans l'atmosphère, il y en a très peu. Bon, l'atmosphère est fine, elle ne peut pas forcément en contenir beaucoup. Comme elle est très froide, elle est limitée dans sa capacité à en retenir. Et donc, elle ne peut, en moyenne, abriter que quelques micromètres, c'est-à-dire 1 millième de millimètre. Si on faisait tomber toute la vapeur d'eau pour la transformer en pluie, on aurait 1 millième de millimètre, invisible à l'œil nu. Et dans l'atmosphère, ce que vous voyez ici, alors vous voyez la surface, et puis là, vous voyez ça. Ça, c'est l'atmosphère de Mars. Et pourquoi cette atmosphère est colorée comme ça? Parce qu'elle contient des particules en suspension, de la poussière. Voilà. Elle contient aussi des couches, voilà, de nuages, des couches de... Donc, cette vapeur d'eau qui est en très faible concentration, elle est à l'origine de nuages. Alors, le paysage martien, tel que nous l'avait rapporté Viking, bon, beaucoup de roches, on a été tombé dans un endroit qui était très particulier, très spécifique. Ça ne veut pas dire que Mars ressemble partout à ça, vous verrez dans d'autres photos. Mais voilà, ce qu'on voit l'été. Et puis, je vous parlais des saisons martiennes. Et voilà ce qu'a vu Viking en hiver. Alors, ce n'est pas vrai partout, mais tout ça, c'est du givre. Alors, malgré la faible quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, on arrive à former une couche de givre qui est suffisamment épaisse, même si elle est microscopique, pour changer la couleur de la surface. Donc là, on a
une couleur blanchâtre, qui correspond au fait que le givre s'est déposé à raison de quelques millièmes de millimètres en surface. Alors, faisons le bilan. S'agissant de la problématique de la habitabilité. De l'eau liquide, sur Terre, on en a. Sur Mars, non. Un champ magnétique qui nous protège. Le champ magnétique terrestre nous protège des particules très énergétiques et puis qui peuvent endommager la vie du Soleil. Pas de champ magnétique sur Mars. L'UV. L'UV, on sait très bien que ça abîme le vivant. On a tous fait l'expérience, mais on a l'ozone sur Terre. L'ozone nous protège. Sur Mars, on a de l'ozone, mais pas suffisamment pour avoir une protection ultraviolette suffisante. Donc, de la matière organique ou du vivant exposé à la surface de Mars va être exposé à un rayon UV très important. Et donc, la question de la vie se pose. Sur Mars, a priori, on a toutes les raisons de penser que la vie ne peut pas exister à minima à l'heure actuelle. Sauf qu'on sait sur Terre que la vie est capable de se développer dans des endroits absolument improbables. Ici, vous avez un bassin d'acide sulfurique dans le parc de Yellowstone, aux États-Unis. Et dans ce bassin sulfurique, lié pas à votre pied, vous avez quand même des micro-organismes qui arrivent à se développer. Alors, je ne fais pas l'avocat de dire que la vie peut se développer partout. Là, on est dans un contexte très particulier. La vie s'est développée partout sur Terre. Elle a eu le temps de le faire. Mais elle a réussi à trouver des moyens d'adaptation pour aller dans des endroits absolument peu propices à la vie. Ça ne veut pas dire que la vie, par définition, peut se développer partout, mais en tout cas, elle a cette capacité d'adaptation quand elle est très présente. Alors, la question que se pose la communauté scientifique, c'est de savoir si, finalement, aujourd'hui, on est à peu près d'accord, la vie a très peu de chances de pouvoir à la fois se développer et voire même de subsister. Mais on peut aller chercher une condition plus favorable dans le passé. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que Terre et Mars ont eu des passés semblables? Et depuis, est-ce que leurs chemins d'évolution se sont séparés, mais après que la vie ait émergé sur les deux? Ça, c'est une grande question. Ça veut dire à la fois qu'on a compris comment Mars évoluait, et qu'on est capable de dire si la vie a émergé. C'est une question qui porte, je dirais, des réponses très très importantes. Donc, Mars était-elle une planète bleue? Une planète telle que, voilà. Donc ça, c'était la vue d'artiste que vous avez vu voir, que vous avez vu tout à l'heure dans mon premier slide, dans mon premier transparent. En fait, ici, c'est Mars qui est transformé en planète bleue par des artistes assez inspirés. Alors, pour trouver un monde plus accueillant, il faut effectivement remonter le temps. Alors, ce qui est fascinant avec Mars, c'est que c'est une surface, notamment dans la partie sud du globe martien. On voit qu'il y a des très rugueux, ce sol-là, cette surface que l'on voit. C'est un relevé topographique, donc on voit toutes les différences de niveau à la surface de Mars. Et on voit que ce sol est extrêmement rugueux. En fait, ce sol, il est tellement rugueux qu'il porte en lui tout l'enregistrement de son évolution. C'est un sol extrêmement ancien qui a pu voir un certain nombre de météorites s'écraser, créer tous ces cratères. Et ça, c'est vrai que c'est une surface qui ressemble énormément à ce qu'on voit sur la Lune. Mais c'est une chance, parce que ce type de surface, on ne les a plus sur Terre. Donc, on a quand même le moyen avec Mars de regarder ce que l'histoire a pu préserver depuis des milliards d'années. Sur Terre, il y a quelques endroits où on peut le faire, mais tout a été remodelé par l'eau, par la dérive des continents. Je veux dire, la planète elle-même est très vivante. Donc, notre planète est très vivante. Alors que Mars, lui, s'est probablement éteint à un moment donné et a laissé les choses se construire tout en gardant un enregistrement continu de ce qu'il y a pu passer. Donc là, simplement pour vous dire que la photo qui avait été prise par Mariner 4, elle était prise justement de cette surface caractérisée qui semblait très très peu propice à elle. Mais quand on regarde Mars dans sa globalité, on voit des choses qui sont assez surprenantes. Notamment des terrains
très ancien qui pourrait avoir suggéré que de l'eau liquide était stable à la surface, au moins épisodiquement. Pourquoi? On voit des traces de vie de rivière. On le voit ici, là, donc c'est Varego-Valis. Et on voit ces structures-là qui ressemblent énormément à ce que l'on voit sur Terre. Donc ça, cette structure dendritique, là, que l'on voit dans le Yémen, et qui ont été creusées par l'eau. Là, on a un agent qui est venu modeler la surface de Mars, et qui a priori ressemble à ce que fait l'eau sur Terre. Pas que c'est de l'eau, mais c'est quand même une hypothèse la plus probable. Et quand on recense tous ces endroits où on voit que quelque chose s'est passé, probablement en lien avec l'eau, probablement avec le fait que l'eau a creusé les sillons, en tout cas remodelé la surface dans ces endroits, eh bien, on est en capacité de voir que beaucoup d'endroits sur Mars correspondent à des témoignages où l'eau a exercé une influence. Ce qui est assez fascinant, c'est de s'apercevoir que c'est grâce au fait que la surface est ancienne qu'on a pu faire ces enregistrements. La surface est restée très ancienne, elle a reçu quelques modifications, quelques modulations, quelques restructurations, mais pour l'essentiel, elle a pu préserver toutes ces traces. Et elle nous donne à les voir aujourd'hui. Alors, d'autres considérations entrent en jeu, le fait que la surface de Mars a sans doute été érodée. Alors, l'érosion, on imagine ce que c'est. Tous les endroits où on a de l'eau, on a des surfaces qui sont érodées. Donc, où les choses deviennent de plus en plus lisses. Et ça, c'est l'exemple typique d'un terrain érodé. Alors, pour vous, ça ne va peut-être pas vous parler, mais croyez-moi quand je vous dis que les bords du cratère, là, ont été lissés par le passage d'un agent érodant. A priori, donc un autre témoignage, une forme un petit peu différente, pas forcément dans la capacité à creuser une structure et identifiable, mais plutôt dans la capacité à nous remodeler la surface de façon à faire apparaître des choses qui n'étaient pas forcément visibles. Et puis l'autre témoignage très fort, c'est les sédiments, les couches sédimentaires, qui sont a priori d'origine lacustre. Donc, quand un lac se forme, on a des couches de sédiments qui se forment les unes après les autres. Où est-ce qu'on voit ça sur Mars? Dans pas mal d'endroits. Et donc, vous voyez ici, là, c'est vu de haut. Là. On va vous projeter, vous verrez, on verra ce type d'édifice vu de la surface. Et ça, vu de haut, on voit bien qu'il y a des strates qui se superposent les unes aux autres. Et ça, ce sont des couches sédimentaires qui se sont formées avec le temps et probablement avec le fait qu'on avait de l'eau en surface suffisamment longtemps pour créer cette stratification. On voit aussi des rives d'anciens lacs. Donc là, c'est le cratère Holden. Et si vous faites un grossissement des zones du bord du cratère, et bien on voit des lignes de rivage. Donc, des endroits où il y a des niveaux d'eau qui sont progressivement incrustés et qui ont marqué les bords du cratère. Et puis enfin, ce qui a été un témoignage au moins aussi fort, qui est venu sur le tard, c'est les témoignages que l'on appelle minéralogiques. Qui sont là en lien avec la composition de la roche que l'on regarde. Donc, une roche minérale, et quand elle est altérée par l'eau, elle devient un autre type de roche, qui a une autre signature. Pour arriver à la différencier, on utilise des moyens assez sophistiqués, et notamment on regarde dans la gamme infrarouge du spectre, on utilise ces instruments, et ce qu'on a pu détecter sur Mars, c'est la présence de plusieurs minéraux, des hématites, des sulfates, des sels de sulfate, donc des sels, mais surtout de l'argile. Alors l'argile, c'est très particulier parce que c'est une roche qui a rencontré l'eau, qui s'est formée grâce à l'eau, mais qui ne s'est pas formée n'importe comment. Elle s'est formée dans un contexte où l'atmosphère était relativement, on va dire, propice à ce que l'eau liquide soit, on va dire, neutre. Donc, il y a une considération supplémentaire, c'est est-ce qu'on est acide ou est-ce qu'on est basique, qui change quand même les conditions d'apparition de la vie. Mais l'argile ici,
nous témoigne d'un environnement où on était plutôt neutre, et donc beaucoup plus favorable à l'émergence du pays. Donc on avance dans notre considération, et là encore, on fait l'inventaire, et on trouve ces origines un peu partout, sur la croûte, à divers endroits, et ça montre bien qu'on a eu plusieurs endroits où l'eau a eu le temps de changer la composition de la roche locale. Alors, est-ce qu'on avait affaire à ce genre de vision, il y a 4 milliards d'années, à savoir des cratères remplis d'eau qui ont créé ces couches sédimentaires? Et donc, on a toutes les preuves minéralogiques et géologiques qu'on a connues sur Mars, une période ancienne, où a priori, Mars était chaude et humide. Pour avoir ces écoulements d'eau, il faut des certaines conditions de température et aussi de l'eau liquide. Donc, chaude, voilà, plus chaude que maintenant, parce que moins 50 degrés, c'est trop froid, et humide, parce qu'il nous faut quand même beaucoup d'eau pour gérer tout ça. Alors, quel type d'atmosphère pouvait régner à cette époque? Alors, l'idée, c'est qu'en fait, on avait toujours la même atmosphère, c'est-à-dire une atmosphère dominée par du dioxyde de carbone, mais cette atmosphère était beaucoup plus épaisse. Et cette atmosphère beaucoup plus épaisse, elle a fait que le CO2, le dioxyde de carbone fait sur Terre, c'est-à-dire réchauffer la surface et l'atmosphère. Et donc, ce qu'on pense, c'est que l'atmosphère primitive, l'atmosphère ancienne de Mars, est une atmosphère très dense, beaucoup plus dense, typiquement de même niveau de pression que ce qu'on a sur Terre, composée de CO2, dans lequel pouvaient évoluer des nuages formés de CO2, et le tout combiné pourrait, même si c'est encore compliqué d'arriver à ce résultat, pourrait avoir élevé la température en surface à un niveau suffisamment élevé pour que l'eau liquide puisse s'y rester. Et donc, on est passé progressivement d'un climat chaud et humide au climat actuel, froid et sec, tout en perdant beaucoup d'atmosphère. Ça, c'est un sujet sur lequel la communauté se déploie beaucoup. Alors, le titre un peu provocateur, la vie aujourd'hui. C'est un titre qu'on n'aurait sans doute pas écrit il y a 25 ans. Encore plus, il y a des histoires de météorites, mais la question, derrière cette question, c'est est-ce qu'il y a de la vie présente, active aujourd'hui? En 2009, après une décennie, on va dire, remplie de détection, enfin, d'affirmation sur la présence du méthane sur Mars, aussi bien les médias que la communauté scientifique s'emparent de la question et disent on a détecté un gaz dans l'atmosphère de Mars qui, a priori, est produit essentiellement par la vie sur Terre. Et donc, il est devenu communément admis, à ce moment-là, que la présence de méthane martien sur Mars pouvait signifier la présence de vie actuelle. Et aussi bien les tabloïds anglais que des journaux très sérieux ont mis dans leur gros titre des choses assez évocatrices sur est-ce que Mars est toujours en vie. Et alors, ça a fait suite à plusieurs détections sur lesquelles je reviens. 80% du méthane dans l'atmosphère, environ, mais ça vient du vivant. Des rivières, du bétail. C'est le vivant qui produit pour l'essentiel du méthane. Il y a aussi d'autres sources, mais pour l'essentiel. Et donc, je dirais de faire de manière peut-être un peu trop rapide un lien entre vie et méthane. Et alors, sur Mars, qu'est-ce qui pourrait produire du méthane si ça venait du vivant? On sait que sur Terre, les micro-organismes les plus élémentaires, les plus rudimentaires, les plus simples, les plus anciens, les archéens, monocellulaires, une seule cellule, produisaient du méthane. On peut arriver à projeter éventuellement un début d'explication sur un méthane produit par le vivant sur Mars. En fait, il y a deux explications majeures qui ont été retenues pour expliquer la présence de méthane sur Mars. La première, c'est une source dite géophysique, c'est-à-dire du méthane qui est produit en profondeur. De l'eau chaude qui interagit avec des roches, des réactions chimiques qui s'ensuivent,
et qui finissent par produire du méthane que l'on observe, que l'on finit par observer. Donc, ce processus s'appelle serpentinisation, typiquement ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle les fumeurs noires à la surface des océans. On peut aussi envisager que du méthane a été apporté par des impacts cométaires, des météorites qui sont tout le temps sur Mars et qui portent en elles probablement une partie de composés moléculaires qui pourraient, in fine, produire du méthane. La deuxième explication possible, l'hypothèse qui a été avancée, c'est qu'il y a une source biologique. Soit parce qu'on a une décomposition d'une ancienne réserve d'organismes vivants qui produit le gaz naturel sur Terre, même type d'explication, ou alors d'avoir des réactions produites par le vivant dans des réseaux où on a de ce lot. Donc, on est longtemps resté avec cette idée. Alors, les choses ont quand même pas mal avancé, mais il faut se rendre compte que très tôt dans l'exploration, cette association entre le méthane et le vivant est venue un peu interférer avec la science. Alors, en 1969, on était encore dans les balbutiements de l'exploration de Mars. La mission Mariner 7 regarde Mars avec des moyens de détection, dans l'infrarouge en particulier, et voit des signatures a priori produites par du méthane. Et là, c'était tout de suite une annonce, mais un grand renfort des médias, etc. Donc, et déjà, tout de suite, on avance une hypothèse sur pourquoi le méthane est là. Et oui, on sait que ça vient de certaines. Quelques jours après, rétractation, en fait, on s'est trompé, le méthane qui avait été vu avait été associé, en fait, mais mal interprété, et en fait était lié à du dioxyde de carbone, donc on sait qu'il est très présent dans l'atmosphère. Et ça, c'est simplement pour vous refléter le fait que toute cette histoire sur la vie, et en particulier sur le méthane, remonte à des décennies. Il a toujours été le sujet de débat. On est toujours aujourd'hui en train, pas de se discuter, mais d'opposer des argumentaires sur la présence avérée ou non du méthane dans l'atmosphère de Mars. La mission Curiosity, le rover Curiosity, partie de la mission MSL de la NASA, qui a été déposée à la surface de Mars en 2012. J'imagine que vous connaissez ce rover qui a parcouru la surface de Mars. Nous a dit à plusieurs reprises qu'il avait vu du méthane. Mais quand on utilise des satellites qui ont été envoyés très récemment pour rechercher ce méthane, on n'en trouve pas. Donc là, on est vraiment dans la frontière entre la science et la croyance. C'est-à-dire, cette frontière, elle est très ténue. Quand vous n'avez pas assez d'éléments pour vous forger une opinion scientifique fiable, là, vous avez tendance un peu à basculer dans une posture qui pourrait s'apparenter à la croyance. Mais ce que tout ce débat autour du méthane invite à faire, moi en tant que scientifique, c'est de la patience, parce qu'il faudra peut-être plus de temps pour résoudre le débat et comprendre ce qui s'est passé, pourquoi on en voit à certains moments, pourquoi on n'en voit pas, pourquoi d'autres satellites il n'y en a pas du tout. Et puis beaucoup de prudence, c'est-à-dire ne pas dire qu'il n'y en a pas et ne pas dire qu'il y en a. Rester dans un. Alors, personne n'aime le flou, hein. La nature déteste le vide et l'humain déteste le flou et le doute. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on en est là, ce débat n'est pas résolu et on vit toujours avec ça. Néanmoins, quand il avait été détecté dans les années 2000, des scientifiques s'étaient emparés de la question, s'étaient dit on voit du méthane. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, les détections portaient sur 45 molécules par milliard de molécules de dioxyde de carbone. On est capable de les identifier. Mais le méthane est une signature très prononcée et c'est relativement facile de détecter, même en très petit quantité. Et ce méthane, on l'avait observé en train d'évoluer très rapidement, passant en un panache, puis disparaissant en quelques semaines. Et donc, ces deux aspects du méthane dans la détection, on a pu essayer de les interpréter. Et pour arriver à reproduire ce qui est observé, les théoriciens ont fait tourner des modèles, ont fait des associations, et ont estimé que
il fallait environ 150 000 tonnes par an de production de méthane, ce qui correspond à 600 000 vaches, pour avoir un ordre d'idée, et surtout à la production annuelle de méthane le long de la dorsale atlantique, au fond des océans, avec les processus que je vous ai présentés précédemment. Donc, on se confronte déjà là, un premier argumentaire qui réclame un moyen assez extraordinaire pour Mars de produire ce méthane tel qu'il avait été observé. L'autre point, c'est que ce méthane, on l'a vu se détruire rapidement dans l'atmosphère. Sauf que les modèles de chimie qu'on utilise pour étudier la composition de Mars, l'évolution de ces gaz, nous dit qu'il faut des centaines d'années pour détruire le méthane martien. Donc, quand vous relâchez du méthane, il y a toutes les chances qu'il reste très longtemps et qu'à la fin, il soit bien mélangé dans toute l'atmosphère et qu'on ne le voit pas évoluer. Et donc, cette disparition rapide qui avait été recensée, elle réclamait que la théorie se soit complètement plantée et qu'un processus chimique ou physico-chimique fasse que le méthane soit prédit, soit détruit 600 fois plus vite que ce qui était prévu par la théorie. Voilà. Donc on arrive à un stade, à l'heure actuelle, où Mars, on se rend compte, a quand même été un terrain de jeu assez extraordinaire pour aller explorer ce concept d'habitabilité. Et donc, quand on se posait la question de l'existence de monde habité, pendant très longtemps, on n'avait pas à rendre réponse. Et aller voir Mars, aller explorer Mars, ça nous a permis d'avancer sur ce point. On sait a priori que maintenant, Mars a eu au moins une fenêtre, un moment dans son passé très lointain, probablement des milliards d'années, où tous les ingrédients étaient à peu près réunis pour que la vie puisse émerger. Un bon climat, de l'eau liquide en surface, et donc potentiellement un habitat propice à l'émergence. La question qui se pose, c'est est-ce que ça s'est réellement passé? C'est-à-dire, est-ce que la vie a été partiellement développée? Et puis que les chemins d'évolution qu'ont emprunté chacun la Terre et Mars se sont ensuite séparés, et puis que la vie terrestre a subsisté, mais pas la vie martienne. Qu'est-ce qu'on attend de la suite de son exploration? Et c'est là que je vais vous parler de Mars. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a vu toutes ces missions-là, au cours des 20 dernières années, évoluer à la fois en orbite et aussi en surface. Donc, je vous ai parlé du rover Curiosity, il y a eu d'autres rovers avant. Donc là, on est déjà dans un stade avancé d'exploration. On regarde grosso modo ce qui s'est passé sur les 15 dernières années. Et ce qu'on a en perspective, c'est ce qu'on appelle le retour d'échantillons. Alors, qu'est-ce que c'est que le retour d'échantillons? On se dit aujourd'hui que si on veut avoir une preuve fiable de la présence de Mars, envoyer des rovers, envoyer des robots sur Mars ne suffira pas. Parce que le concept même de vie, de détection de la vie est très, très complexe, très débattu. Qu'est-ce que la vie? Comment on reconnaît la vie dans un échantillon? Parce que la vie est évoluée, complexe, facile, mais la vie élémentaire, la vie très rudimentaire. Et donc, la communauté s'est, on va dire, rassemblée sur l'idée que si on voulait démontrer de manière fiable, consensuelle, qu'on avait détecté de la vie, eh bien, il fallait ramener des échantillons prélevés sur Mars pour que ceux-ci soient analysés avec les moyens dont on dispose sur Terre. Parce que même si nos rovers et nos robots sont très perfectionnés, on n'a rien à voir avec l'arsenal dont on dispose sur Terre pour mener des analyses, où on peut aller le plus loin possible. Et donc, c'est ça qui motive ces missions qui vont suivre et qui vont concerner le retour d'échantillons, et qui sont technologiquement assez folles, mais c'est aussi ce que produit l'exploration spatiale. Cette première étape vers le retour d'échantillons, elle a été franchie avec le rover Perseverance qui s'est déposé sur Mars le 18 février de cette année. Et donc, qu'est-ce que va faire ce rover? Eh bien, il va collecter des échantillons. Alors, il y aura des moyens d'analyse qui sont suffisants pour déterminer si un échantillon est potentiellement susceptible
d'avoir, lui, une trace de vie potentielle. Il ne pourra pas dire de manière ferme cet échantillon de la vie, mais au moins il va pouvoir isoler l'échantillon, le préserver, le mettre dans un endroit, qu'un rover, dans à peu près 5 ans, va venir chercher et ramer vers une petite fusée qui aura été déployée à la surface de Mars et qui va être renvoyée dans l'orbite martienne, dans l'orbite de Mars, récupérée par un satellite et ramenée sur Terre. Mais tout commence ici, avec le rover Persévérance de Mars 2000. Et donc, Persévérance, son objectif, c'est d'aller regarder la géologie, c'est-à-dire l'environnement martien dans lequel il sera déposé, comprendre si le climat primitif dans lequel, l'environnement primitif dans lequel il était déposé correspond à un environnement habitable, comprendre si on a suffisamment de points de convergence permettant de se dire on peut sélectionner tel ou tel échantillon parce qu'il sera susceptible de l'émission si on a de la vie ou pas. Alors on fera aussi d'autres collègues parce qu'il n'y a pas de la vie non plus sur Mars. On se pose plein de questions sur la composition des roches, sur leur qu'on appelle la composition isotopique qui nous permet de retracer l'histoire de Mars. Donc on a vraiment toute une kyrielle, tout un corollaire d'études scientifiques que l'on peut mener avec des échantillons martiens sans juste penser qu'à la vie. Et puis, c'est une mission qui est aussi vouée à préparer l'exploration de l'eau, avec notamment un petit instrument qui va essayer de convertir le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère en oxygène, oxygène dont on peut se servir pour alimenter la petite fusée, par exemple. Je ne sais pas comment c'est prévu, mais de créer sur place le carburant qui est nécessaire pour repartir de Mars. Donc, on est dans cette logique-là. On n'est pas encore très, très avancé sur cette question, mais c'est un premier temps. Alors, lancement de Mars 2020, en juillet. Alors, d'habitude, les équipes impliquées sont invitées, mais bon, à cause du Covid, c'est un lancement qui a été assez peu, comment dire, vu en vrai, parce qu'on n'a pas pu y assister. Et puis, au bout de cette mode croisière, la sonde comporte le rover, s'est rapproché de Mars et puis a initié sa phase d'atterrissage qui a duré 7 minutes, après le largage. Et on a coutume d'appeler cette phase de 7 minutes 7 minutes de la terreur, parce qu'en fait, c'est une succession de prouesses technologiques qui se déroulent pour arriver à poser un petit rover exactement à l'endroit prévu, à quelques centaines de mètres. Il faut se rendre compte que personne n'a réussi à se poser sur Mars aussi bien que les Américains. Et chaque fois qu'ils le font, ils le font toujours un petit peu mieux. Donc, on a toujours affaire à ce qu'on appelle une ellipse d'atterrissage, c'est-à-dire une zone dans laquelle on sait qu'on va atterrir, mais qui est plus ou moins grande selon qu'on a la bonne technologie, qu'on a la bonne connaissance. Et typiquement, les ellipses avec lesquelles on a travaillé, c'est des ellipses qui font des centaines de kilomètres. Mais la NASA a amélioré son système d'atterrissage et a trouvé des astuces, notamment pour permettre un guidage autonome du rover au moment de son arrivée, pour choisir l'endroit le plus facile sur lequel se poser. Et donc, ça réclame de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des caméras qui regardent en permanence cette surface, qui déterminent les zones les moins dangereuses. Et puis, à la fin, on a cette déposition assez extraordinaire, où on voit cette petite soucoupe portée par ses propulseurs, et qui laisse le rover descendre et puis après se positionner à la surface de Mars. Et donc, c'est une technologie que seuls les États-Unis possèdent à l'heure actuelle et qui lui permettent de transporter des rovers extrêmement gros. Persévérance, c'est plus d'une tonne. On a la coutume d'associer ça à la taille d'une coccinelle, d'une Volkswagen coccinelle. En comparaison, le rover chinois qui s'est posé, c'est 250 kg. Le rover européen l'année prochaine, c'est dans cette. Donc on n'est pas quand même dans la même gamme de taille. Alors qu'est-ce qui porte cette
ce rover Perseverance. Cet instrument, alors je tirerai votre attention sur un en particulier, l'instrument super calme, parce que la force est très impliquée sur cet instrument. Notre laboratoire a travaillé sur cet instrument et a construit une partie de cet instrument. C'est pour ça que je travaille sur cette mission, moi-même. Et donc, on a toute une série d'instruments qui sont là pour faire du sondage à travers la surface de Mars, pour aller voir si on voit des choses qui affleurent en surface, des roches, des couches de glace, éventuellement. Une station météo, pour savoir à quel point il fait, c'est toujours intéressant de savoir comment varie la température, la quantité de poussière dans l'atmosphère. Le mât robotisé qui est équipé d'une caméra qui s'appelle Mastcam et qui est une image de Mastcam, c'est presque une centaine de mégas de données. Donc c'est vraiment une extrême résolution. Ça permet d'avoir un panorama complet de ce qui entoure le rover et d'aller faire des grossissements tout en gardant une résolution extrêmement précise. Le petit instrument qui est là pour convertir de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone. SuperCam, qui est un instrument très particulier, qui est équipé d'un laser, qui s'est travaillé avec et sans laser, et ce laser, vous verrez, fait des choses. Et puis, il y a ces instruments de contact déployés au bout d'un bras robotisé et qui sont là pour, en fait, déterminer si la roche qu'on est en train de regarder est suffisamment intéressant pour qu'on vienne prélever un morceau de cette roche, le stocker et le mettre dans un conteneur. Donc là, c'est ici une phase de collecte d'échantillons qui est complètement pilotée depuis le sol, c'est-à-dire les ingénieurs qui sont en charge de la mission, qui décident de comment utiliser ce bras, de faire des premières analyses. On regarde la roche, on la passe au rayon X, on fait des choses assez sophistiquées pour voir si une partie de la roche là, qui pourrait nous révéler quelque chose de particulier. Et puis après, on décide d'en prélever un bout. Et puis ce bout, il va venir rejoindre ce carousel là. Donc on va récupérer des petites capsules. On en a une quarantaine sur Benjamin. Et puis ces capsules seront remplies d'échantillons de roche, aussi d'atmosphère, et après seront ensuite déposées en surface pour être récupérées par un autre rover. Là, vous voyez un exemple ici de comment seront amenés les. Donc ça fait à peu près 15-20 cm. L'échantillon mis à l'intérieur et le bouchon ici qui vient après être mis dans un conteneur. Alors, Mars 2020 a aussi eu la bonne idée d'embarquer un petit hélicoptère. Alors, pourquoi prendre un hélicoptère sur Mars? Franchement, ce n'est pas l'endroit rêvé pour déposer un hélicoptère et essayer de le faire marcher. Il faut de la masse atmosphérique pour pouvoir se soulever avec un hélicoptère. Alors, sur Terre, ça marche assez bien, il faut quand même une certaine énergie. Mais sur Mars, c'est beaucoup plus dur parce que l'atmosphère est beaucoup plus faible, beaucoup plus ténue. Donc, comme moyen d'exploration, l'hélicoptère en a vu. Mais néanmoins, si on est capable de faire des conneries avec l'hélicoptère, on est aussi capable de disposer d'un outil extrêmement performant pour se projeter, pour aller très loin, pour aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que le rover ne le fait. Et pourtant, ce rover est capable d'aller de 10 à 100 fois plus vite que ne le fait le précédent rover. Donc, typiquement, avec ce rover-là, on peut aller jusqu'à 200 mètres, on peut parcourir 200 mètres par an. Dans les moments où on fait vraiment ce qu'on appelle un drive, un trajet en astronomie. Et donc, ce premier hélicoptère a fonctionné plus d'une quinzaine de fois et a fonctionné de manière remarquable. À tel point que maintenant, c'est devenu un peu le poisson pilote du rover. C'est-à-dire qu'il va d'abord faire un peu de reconnaissance des endroits où le rover va aller. Alors, justement, où est-on atterri? Alors, ce cratère G0, il est assez remarquable. Donc là, il y a une vue d'artiste de ce cratère. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'a priori, ce cratère a été alimenté par des affluents qui ont rempli le cratère jusqu'à un certain niveau
et le cratère, et une partie était dans l'eau, s'est évacuée. Donc, là, vous avez une vue d'artiste. Concrètement, on a ces affluents ici que l'on voit ici, dans cette carte avec la topographie. Et on s'est posé dans une zone qui correspond à la sortie, donc le delta, de ces affluents. Et alors, ils ont vraiment une forme très particulière, parce qu'on voit bien que c'est des deltas qui ont tout à fait la forme des dépôts sédimentaires sur les deltas que l'on trouve sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a voulu se rapprocher le plus possible de ces deltas, parce qu'on suppose que ces couches sédimentaires sont sans doute les endroits où il sera le plus facile et le plus probable de trouver des preuves de vie fossile, de la vie fossile en particulier. Et alors là, on a affaire aux premières photos qui ont été prises par le rover. Donc, je vous parlais du panorama, là, constitué d'une mosaïque d'images qui permet de voir 360 degrés, quasiment. Et donc, on voit ce sol qui est assez rocheux. On voit de la roche un peu affleurante. Il y a une sorte de mélange entre un sol un peu désagrégé, un peu poussiéreux, et puis des roches un petit peu affleurantes. Et ça parle aux géologues. Et puis on voit le delta, juste derrière, parce que ce delta, il fait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Alors, comme je vous l'ai dit, un véhicule et des roches, mais on voit des talus, des choses qui n'étaient pas forcément bien perceptibles depuis l'orbite. Mais ce paysage martien, là, il est presque vallonné, mais pas vallonné, mais pas loin. On voit bien que on a eu des choses qui se sont assemblées au cours du temps, indépendamment de ce qu'on voit ici. Et ça, c'est a priori, ce sont des dépôts sédimentaires qui sont des résidus de ce que avait pu former le monde. Et quand je vous dis que le sol est un mélange, on le voit bien ici, là, on voit qu'on a un sable qui est présent et qui laisse de temps en temps entrevoir des roches affleurantes ici, et qui, elles, sont témoignages de choses probablement liées à de l'altération. Là, des images. On voit ici, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle des cibles de calibration, parce que tous les imageurs dont on dispose sur Mars, ils ont besoin de se calibrer, de savoir, de faire le bon ajustement. Parce que tous les instruments qu'on voit sur Mars, ils traversent des moments de trouble, ils font un voyage très long dans le milieu interplanétaire, ils sont secoués au moment du lancement, ils sont secoués au moment de l'arrivée. Donc, on sait qu'on arrive sur Mars avec des instruments qui ont perdu un peu de leur calibration, de leur qualité, on va dire, moins colorimétrique. Et donc, on a besoin de ces sites de calibration pour réajuster les couleurs, de produire des panoramas, donc on sait qu'ils sont à peu près représentatifs de ce qu'un observateur verrait sur Mars. Alors, on voit les traces de rover bien présentes ici, donc c'est vraiment les résidus du passage du rover et de ces petits mouvements. Et je vais faire un petit détour par Supercam. Alors, Supercam, c'est un instrument qui est assez fascinant parce que, en fait, il a tout un tas de fonctionnalités. On l'appelle souvent le couteau suisse de mars 2020 parce que, en fait, c'est pas lui qui va dire que telle roche doit être échantillonnée, mais par contre, il va aider à la sélection de cette roche. Parce que lui, il n'a pas besoin d'être au contact des roches pour savoir si elles sont intéressantes ou pas. Parce qu'il dispose de tout un tas d'outils d'analyse. Alors, pour la chimie en particulier, pour analyser la composition atomique, c'est-à-dire le calcium, le potassium, le fer, tous ces composés-là, on peut les sentir grâce à ce qu'on appelle le LIPS, c'est-à-dire un laser très puissant qui vaporise la roche. Et cette roche, elle est vaporisée, mais elle émet aussi une lumière. Cette lumière, elle est interprétée et permet de déduire des choses sur la chimie de la roche. On a aussi un œil photographique, donc là, qui nous permet de comprendre quelle est la texture de ce que l'on regarde, d'aller chercher la composition moléculaire, cette fois-ci. On ne parle plus d'atomes, mais de molécules plus complexes, des molécules qui sont liées, par exemple, à de l'altération de l'hydratation, c'est de la présence d'eau, comme par exemple, pour déterminer si on a en face d'une argile ou pas, on s'appuie sur cette technique-là, qui ne nécessite pas de laser, il suffit de regarder
on regarde la lumière réfléchie par le soleil, ça suffit. Et puis, Supercam a adopté une technique qui est nouvelle par rapport à ce qu'il embarquait. Il avait un instrument assez similaire sur Unity, ce qu'on appelle le raman. Alors, le raman, il utilise aussi le laser dans une couleur qui est différente. Le laser qu'on utilise typiquement pour le LIPS, c'est du rouge, alors que là, c'est du vert. Et cette longueur d'onde-là permet d'exciter la roche et de la faire parler, de lui faire émettre des rayons lumineux à différentes longueurs d'onde qui sont le témoignage de sa composition. Et on a notamment la matière organique. La matière organique a tendance à très fortement se signaler quand on l'expose aux rayons Raman, à l'effet Raman. Grâce à cela. Et puis, les premiers sons qui ont été enregistrés sur le Mars viennent d'un micro, et c'est un micro qui était embarqué par Supercam. Donc voilà pourquoi on l'appelle un peu le couteau suisse. Et donc il est vraiment dans l'esprit de la mission, c'est-à-dire aider à la collecte des échantillons, trouver ceux qui sont potentiellement intéressants, en dire le plus possible pour qu'on puisse décider si oui ou non il faut aller voir de plus près avec les instruments de contact pour éventuellement faire un échantillon. Donc là, c'est juste pour vous montrer. Alors, ça, c'est du matériau qu'on donne plutôt aux scientifiques, mais c'est quand même sympathique de voir qu'on appelle un spectre de lumière, on regarde la longueur d'onde. Donc, nous, quand on regarde la lumière, on est plutôt sensible à cette partie-là. Donc, on a du vert, du rouge, du bleu, et on voit dans ces éléments. Supercam, lui, il voit encore plus bas. Et en plus, il est capable de séparer chaque longueur d'onde individuellement. Et c'est grâce à cette séparation que quand il fait son LIPS, c'est-à-dire qu'il envoie son laser rouge qui vaporise la roche, qui réémet ensuite et bien on voit tous ces pics lumineux apparaître qui sont révélateurs de la composition. Donc là, vous avez de l'aluminium, du calcium, du fer, de la silice, du potassium, de l'oxygène, du sodium. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à savoir de quoi la roche est composée d'un point de vue élémentaire. Si vous voulez aller plus loin et avoir une structure moléculaire, vous n'utilisez pas ça. Vous utilisez soit le Raman, soit les spectres infrarouges qui sont aussi présents sur. Et alors, ces images que vous voyez là, ça fait l'objet d'un article qui est censé sortir aujourd'hui dans la revue Science et qui, en fait, nous explique qu'on est bien dans le cratère qu'on s'attendait visiter, au sens où on est certain que ce cratère, avec ces édifices, ces talus que l'on voit, c'est bien les résidus d'un moment dans un vide Mars où de l'eau s'est accumulée et a vu des couches sédimentaires se former les pannes avec l'eau. Et donc ça, ces premières images, alors je ne peux pas vous en montrer beaucoup parce que la mission est très précautionneuse sur ce qui peut être montré, ce qui peut être discuté en dehors du contexte de la mission. Elle est très jeune en même temps, c'est-à-dire qu'elle a démarré sa phase scientifique au mois de mai-juin. Et donc, pour le moment, on rassemble les éléments, mais on a quand même affaire à des jolies images. Et ces images-là ont été très abondamment étudiées, interprétées, et nous ont permis de comprendre comment ces édifices s'étaient formés et nous permettent de raconter l'histoire du cratère. Donc, une des missions de 2020, comme je vous l'avais expliqué, c'est d'explorer la géologie, c'est-à-dire l'environnement, les structures, et d'en déduire quelque chose sur l'histoire de ce cratère. Et ça correspond bien à ce qu'on s'attendait. C'est-à-dire qu'on a, a priori, été, à un moment donné, probablement il y a des milliards d'années, dans un environnement avec de l'eau liquide et peut-être habitable. Donc, l'exploration va continuer, mais on est vraiment convaincu qu'on a choisi un bon endroit pour aller chercher des travaux. Donc, vous voyez, l'idée à peu près qu'on s'en fait, on essaie de prendre des analogues terrestres, on voit un lac qui se forme, on a un petit dépôt fin, et puis on a les dépôts fluviaux, c'est-à-dire les dépôts qui ont été amenés. Tous les affluents ont été chargés en matériaux qui ont été déposés et qui ont créé ces falaises de la butte côtière.
Alors, l'étape suivante pour mars 2020, c'est trouver des échantillons de roches susceptibles de contenir des produits. On n'y est pas encore. Le jour où on le saura, enfin, le jour où on y sera, à mon avis, vous le saurez, parce que ce sera un moment très important pour la mission. Sachant qu'il y a un compte à rebours qui est lancé. On doit terminer cette mission pour 2023-2024 pour s'organiser après pour aller chercher les échantillons. Donc, il y a aussi une notion de rapidité. Ce n'était pas sur le rover précédent. On n'avait pas d'explorer. On n'avait pas de calendrier derrière qui devait être déroulé pour continuer une mission. Et donc, une persévérance a quand même une certaine pression calendaire pour arriver à collecter un maximum d'échantillons les plus intéressants possibles autour, dans le cratère, mais aussi autour. Parce que l'idée, c'est de remonter l'affluent et d'aller chercher probablement à la source des choses pas moins intéressantes. Donc voilà, le compte à rebours est lancé, quelques années, et puis si tout va bien, en 2026, on va envoyer une autre mission qui va aller chercher, comme je l'ai expliqué, qui va aller chercher les échantillons qui ont été collectés, et puis enchaîneront une série d'autres missions qui vont ramener ces échantillons. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, depuis des siècles, il est clair que Mars nous a incités à croire que la vie soit présente, soit avait pu émerger à un certain moment dans son histoire. Alors, c'était un parcours un peu chahuté, beaucoup d'espoir, des déceptions, Marie 4, et puis d'autres encore. Mais malgré tout, on a fait des progrès dans l'expérience. Et à chaque fois, on en apprenait plus. À chaque fois, on faisait c'est la NASA, dire. L'Europe a été après, je ne sais pas. Et on en est arrivé au point qui semblait, qui était vraiment une ambition qui date depuis des décennies, mais qui était toujours un petit peu hors d'atteinte. Mais aujourd'hui, on est vraiment aux portes d'une nouvelle ère. Cette nouvelle ère, c'est peut-être l'aventure technologique, scientifique, la plus ambitieuse qu'on ait jamais réalisée dans l'exploration du système solaire. C'est-à-dire ramener un échantillon d'une autre planète. On pourra les analyser comme vous voulez. Donc, avec Mars 2020, il s'agira de trouver les échantillons, ceux qui nous intéressent le plus, pour tenter de répondre à cette question fondamentale qui est: est-ce que la vie a existé ailleurs que chez nous? J'en profite pour vous dire que Mars 2020, c'est une étape. On a un autre projet de rover qui n'est pas inséré dans cette logique de retour d'échantillons, mais qui est équipé d'instruments un peu différents, qui doivent apporter eux aussi, je dirais, des éléments de réponse à la présence de vie sur Mars. Et donc, ce rover, c'est le rover Rosalind Franklin, avec son doigt ADN, et qui sera le deuxième volet de la mission de Mars. On a vu ici, c'est un peu flou, je suis désolé. Et qui sera déposé par cette petite station ici, là, qui est une station fabriquée par les Russes, sachant que ce programme d'ExoMars est un programme européen-russe et que le rover, lui, par contre, sera tout à fait européen. Voilà, je m'arrêterai là. Merci. Alors, je prends toutes les questions, même les plus naïves. Je ne veux pas que si vous avez fait des choses qui n'ont pas été faites. Allez-y. Une fois qu'on aura découvert que la vie sur Mars, on ira sur notre planète, ça servira à quoi en fait? Comme je dis, aujourd'hui, ça va répondre à une question. La question, c'est: est-ce que la vie terrestre est une aberration? C'est-à-dire des éléments totalement isolés, qui n'a pas de défaut particulier ailleurs dans ce monde. Si on s'aperçoit qu'on a de la vie, on a eu de la vie sur Mars, on est capable de se projeter sur la probabilité d'avoir de la vie ailleurs. Parce qu'avoir un exemple de la vie où elle a émergé et s'est développée,
une chose. D'avoir un deuxième, c'est la confirmation qu'il y a une sorte de schéma générateur qui est transposable d'une planète à un autre et qu'on peut éventuellement transposer ce qu'on appelle les exoplanètes, qui sont, elles, pas du tout à portée de main d'exploration spatiale pour le moment, et sur lesquelles on peut envisager que la vie a pu développer. Donc, c'est une première étape. Avoir cette première réponse, après, va nous motiver pour aller encore plus loin, peut-être, aller chercher la vie dans ce qu'on appelle les mondes glacés, donc c'est des satellites autour de Jupiter, des petits satellites qui sont ce qu'on appelle des mondes océans, recouverts de glace, mais qui à l'intérieur sont des océans dans lesquels on peut imaginer que la vie est possible. Mais en fait, la science, elle a besoin d'exemples, elle a besoin d'une statistique. Donc, un point, c'est une aberration. Un point tout seul, c'est une aberration. La vie totale, tout moment, ça reste une aberration parce qu'on n'a pas d'objet. Et si on voit que la vie a pu trouver un chemin ailleurs que sur Terre, et qu'on comprend comment elle a émergé, on peut commencer à raffiner les informations, c'est dire, quand on a ces ingrédients-là, quand on a conditions qui vont bien, on peut l'avoir émergé avec. Ouais, oui, vas-y. La planète Mars, elle est morte car son champ magnétique il est parti. Ouais. Et si le champ magnétique sera encore là, c'est-à-dire la vie, elle va plus se développer. C'est pas impossible parce que, en fait, ce que le champ magnétique fait, c'est de protéger Mars de la brutalité du Soleil. Parce que le Soleil, il n'a pas que des rayonnements sympathiques. Exactement, le vent solaire. Tu es bien informé. Le vent solaire, c'est un vent qui est chargé en particules très énergétiques et qui ont probablement arraché l'atmosphère dense qui prévalait. Et on pense qu'on avait besoin de cette atmosphère dense pour faire émerger la vie, éventuellement la faire se poser. Donc, la problématique de cet arrachage, et même de l'échappement de l'atmosphère, il est assez central à l'évolution climatique de Mars. Et donc, effectivement, le champ magnétique a rapidement disparu parce que en fait, le champ magnétique, c'est un effet dynamo. On a un cœur solide noyé dans le fond du liquide qui tourne et qui produit un champ magnétique. Ça a disparu assez rapidement sur Mars. Et a certainement initié ce processus d'arrachage et de réduction de la Merci, c'était très intéressant. Moi, je me pose une question parce qu'on raisonne aujourd'hui sur un modèle qui est le développement de la vie sur Terre dans la phase aqueuse. Mais pourquoi? Parce que finalement, c'était un système de protection des ultraviolets. Donc la vie s'est développée dans un milieu où elle était à l'abri. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la vie puisse se développer dans un autre milieu liquide qui n'est pas forcément de l'eau, ou dans des conditions où il y aurait une atmosphère qui protégerait de l'ultraviolet et pas forcément de l'eau? Alors, c'est une hypothèse qui n'est pas rejetée, d'avoir un autre milieu liquide. Sauf qu'on n'a pas encore réussi à trouver de liquide qui ait toutes les propriétés que nous offre l'eau. Et le fait est que, d'un point de vue physico-chimique, l'eau, c'est quand même a priori ce qu'il y a. Ça ne veut pas dire que c'est le minimum pour avoir de mais oui, c'est une possibilité. La preuve, c'est qu'on voit des micro-organismes apparaître, exister dans des bassins d'acide sulfureux. On peut penser qu'il y a d'autres types de liquides qui peuvent éventuellement suffire à émerger. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de contamination par quand on dépose des engins comme des rovers ou des outils d'échantillonnage? Si, très clairement. Alors ça, c'est un sujet qui est très présent dans l'exploration, ce qu'on appelle la protection planétaire. Et ça perturbe ensuite les interprétations. Alors, une chose, déjà, il y a des tubes témoins qui sont dans le... Il y a des tubes qu'on ne va pas ouvrir et qui vont porter avec eux tout ce qu'ils vont pu ramener de la Terre. On aura un tube témoin qui sera là pour nous dire qu'est-ce qu'on a pu ramener comme contaminant. Donc, on pourra comparer avec les tubes dans lesquels il y a des échantillons et voir la différence entre les deux. Et alors, après, ça peut contaminer peut-être un peu sur les bords, mais
structurellement, l'échantillon, c'est quand même quelque chose d'assez épais. On peut aller chercher assez en profondeur et on peut s'éviter les effets de bord, entre guillemets, c'est-à-dire éventuellement une contamination qui se produisent en surface de cet échantillon. Donc, je pense que la problématique de la protection planétaire, en fait, elle a vocation à plusieurs choses. C'est-à-dire protéger le fait de ne pas amener la vie là où il y en avait. Ça, c'est un point de super. Mais sur Mars, avec l'exploration, on a violé ce principe qui était normalement un principe fondamental dans le. Et donc, je vous dis, l'idée, c'est quand même que la manière dont on va échantillonner, on devrait normalement accéder aux matériaux principaux. Après, sur des questions comme la vie, si on trouve quelques molécules, on va dire, un petit peu perturbantes, donc des molécules typiquement organiques, des molécules assez complexes, on va quand même se fier à ce qu'on avait dans l'Institut témoin pour voir si ça n'était pas partie de ce qu'on avait ramené. Donc, oui, c'est une problématique qui est posée et sur laquelle on se pose aussi des questions et qui va forcément venir interférer avec l'analyse pour dire attention, là, on a peut-être un risque que il nous faut plus de preuves pour affirmer que. Ça, c'est le ouais. Est-ce que les matières, les substances, les molécules, ça, on ne connaîtrait pas super. Le truc, c'est que sur Terre, la vie est tellement développée que la complexité est presque infinie. Donc, why not? Pourquoi pas? Parce que, en fait, c'est aussi une question de chimie. Tout ça, la chimie terrestre, elle est pilotée par des conditions très particulières et qui ont formé des molécules complexes dans un certain cadre. Donc, on peut trouver des molécules complexes, pas forcément formées avec du carbone et de l'hydrogène, mais avec d'autres. Donc, on pourrait, sauf qu'à priori, on a le même type de chimie de mine, alors que bon, on a des doutes sur la chimie, mais pas suffisamment pour se demander si on va trouver des molécules qui n'existent pas sur alors, oui. Donc, pour faire un peu écho à la question sur la contamination, concernant l'énigme du métal martien, est-ce que on a écarté la possibilité d'une contamination terrestre? Non. 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 Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que la contamination terrestre par le rover, elle peut expliquer que le rover lui-même mesure du métal. Oui. Mais elle ne peut pas expliquer que les observateurs terrestres en 2009 ont vu. Le rover arrive en 2010. Donc là, on sait qu'il y a des observations qui sont potentiellement, en tout cas, c'est vrai pour MSL et Curiosity, contaminées par la présence d'un métal terrestre qui a été ramené depuis la Terre. Et par contre, d'autres observations qui ont été faites avant, qui n'ont pas du tout utilisé des moyens en surface de Mars, voilà, qui ont besoin en télédétection, on a mesuré le métal. Ouais, les premières détections qu'on a faites, 2004, enfin, sur lesquelles on a eu vraiment une détection positive, indiquant qu'on avait 2004, Mars Express, l'instrument PFS, et c'est ça qui était un peu le générateur. Et moi, je me rappelle que en 2004, c'est une année où j'étais très jeune chercheur, je n'étais pas encore en poste sur le CNRS, c'était une conférence à 18 ans, qui est vraiment un endroit où vous avez envie d'aller, garanti. Bon, voilà. Et donc, cette conférence a été complètement perturbée par des détections simultanées de métal. Il y a 3 équipes différentes qui, la même année, on a vu du métal sur Mars, dans des proportions qui étaient assez équivalentes. Donc, on avait l'instrument sur Mars Express, satellite orbite. On avait des gens, deux autres équipes qui ont regardé avec des télescopes depuis la Terre et qui ont fait cette détection. Je me rappelle qu'au petit déjeuner le matin, les gens ne parlaient que de ça. Et donc ça, il n'y a pas de contaminé. Alors, il peut y avoir une contamination terrestre quand on regarde depuis la Terre, parce que du métal, il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Quand on regarde Mars, on regarde à travers notre atmosphère terrestre qui a beaucoup de métal. Donc ça, c'est une composante dont il faut pouvoir s'affranchir.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que le méthane martien, on peut l'identifier, le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une différence de vitesse entre les deux planètes. Il faut ce qu'on appelle un effet Doppler. Je sais pas si vous en avez parlé. L'effet Doppler, c'est simplement, quand on a une vitesse, on a un déplacement en fréquence, en longueur d'onde, de la chose qu'on est en train du signal qu'on est en train d'observer. Et donc, le méthane martien, normalement, à cause de l'effet Doppler, peut-être sélectionné. Pour un message, je pense que la question reste vraiment entière. Pour un message qui est quand même ce qui a sans doute le plus secoué la communauté depuis qu'il a commencé à faire ses mesures, on peut légitimement se poser la question de savoir si le rover a pas avec lui ramené. Parce que lui, il échantillonne ce qu'il voit en local, hein, c'est autour de lui. Donc, s'il y a une émanation de méthane quelconque, ou même une fabrication avec le rover, parce que c'est un processus auquel on a réfléchi ici avec mes collègues, on pourrait aussi avoir une détection perturbée par. Le fait est qu'on a des instruments, je travaille sur un, qui est arrivé récemment pour le Mars, qui a commencé à travailler pour le Mars, et qui nous dit que dans l'atmosphère, on arrive à voir, on n'arrive pas à descendre suffisamment bas pour aller au niveau du rover. Le méthane était complètement absent. À un niveau, je ne sais même pas comment vous le représentez, tellement il est faible. C'est-à-dire que je vous parlais de molécules par milliard, d'ailleurs, pour le méthane. Et là, le niveau qu'on voit, nous, où il n'y a rien du tout, c'est plutôt une part. Ça serait quelques molécules parmi 1000 milliards de molécules de CO2. S'il y avait quelques molécules parmi ces 1000 milliards de molécules, on les verrait. On les voit. Et donc, on est un peu, on est vraiment dans une situation un peu bloquée parce que une contradiction, une mesure contredit l'autre. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a des gens qui essaient de rassembler tout le monde et de dire on va trouver un processus qui va contenter tout le monde, qui va faire que. Mais toujours, ces processus invoquent des phénomènes qu'on ne connaissait pas ou des processus physiques qui sont beaucoup plus rapides que tout ce que la théorie est capable de nous apporter comme élément de réponse. La diversité des atomes qui ont été identifiés, d'après le schéma que vous avez montré, en fait, on a de quoi imaginer des molécules prébiotiques en les composant d'une certaine manière. Oui, on a presque tous les ingrédients sur Mars, carbone, hydrogène, oxygène. À défaut de trouver des traces de molécules biologiques, on peut imaginer de créer des formes biotiques sur Mars, en fait. Parce qu'il y a de quoi. Il y a de quoi. Indépendamment du problème d'eau qui Il y a de quoi, mais en même temps, si vous voulez, si on en reste à l'idée qu'on ne s'intéresse qu'aux ingrédients sans sa finalité, la finalité étant dans le but de la recette, c'est gâteau, là, en l'occurrence, c'est la vie, c'est pas rien. Et à un moment donné, quand la vie apparaît, il y a quelque chose de très particulier qui réclame probablement des conditions extraordinaires ou très particulières. Donc, avoir juste les ingrédients moléculaires ou atomiques ne suffit pas pour se convaincre que la vie a pu apparaître, parce qu'on voit du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène sur beaucoup de corps. On en voit sur Vénus. Et on sait que c'est pas facile parce que, voilà. Donc, la problématique, elle n'est pas tant de savoir si la matière est là, mais si les conditions étaient suffisantes, favorables pour faire la réponse. Et on se place dans un cadre complètement hypothétique, parce qu'arriver à représenter le climat de Mars et l'environnement martien il y a quelques années, c'est un exercice de projection qui est quand même assez dantesque. Donc, avec probablement beaucoup d'erreurs, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'approximations. Donc, le plus simple, ça serait quand même de collecter des sortes d'échantillons, des choses qui nous disent qu'il y a eu de la vie. Parce que là, on sait ce qu'on cherche. Et on sait comment on va chercher. Oui. À quel horizon on peut espérer avoir une mission humaine sur Mars? Quels sont les grands verrous technologiques à lever pour réussir cette mission? Alors là, je vous invite vraiment à consulter la littérature sur le web qui est très très abondante sur la question. Parce que l'exploration humaine, ça dépend de comment vous l'envisagez. Il y a la partie
on va voir, on pose l'homme sur Mars, on démontre qu'on a réussi à le poser, et puis on part. Ce n'est pas la même chose que de dire une exploration pérenne, où on reste longtemps, où il faut trouver les moyens de subsister sur place, il faut trouver des moyens de se protéger du rayonnement, parce que là, on est vraiment exposé au vent solaire de manière assez délétère. Et donc, il faut des moyens gigantesques. Une mission martienne où il y aurait l'homme, on parle de dizaines de milliards de dollars. Et on est plus proche de 100 que de 10. Et donc, on est dans un contexte qu'on n'a pas, à l'échelle d'un pays, qu'on n'a pas encore rencontré parce que le moteur de l'exploration s'est permis d'envoyer l'homme sur la Lune. C'est parce qu'il y a une compétition militaire entre deux forces, le bloc soviétique et l'Amérique. Et où l'argent militaire a été en partie utilisé pour envoyer l'homme sur la Lune. Parce que le contribuable américain acceptait l'idée de mettre beaucoup d'argent pour ne pas laisser les Russes s'emparer de l'espace comme il avait fait avec Sputnik, avec Gagarine, Leonov, etc. Et qui avait vraiment préempté le spatial. Donc c'était un enjeu géopolitique qui a permis de faire ces mondes d'aventure. Le paradigme a peut-être évolué un peu. On entend Elon Musk ou un certain nombre de milliardaires américains qui ont des projets en tête de vouloir justement mettre en place des missions humaines pour aller sur Mars avec des moyens propres sur des fonds privés. Oui. Et qui sont équivalents à des fonds militaires. Oui, on est d'accord. Et simplement, il y a une part de risque. Une part de risque dans le business. Et il faudra quand même convaincre tous les investisseurs parce que, voilà, pour arriver à ça. Et en plus, il faut que le business soit rentable. Sinon, on peut aller sur Mars. Donc, c'est pour ça que je posais la question de savoir dans quel contexte il est. Le contexte exploratoire, il est plutôt à l'échelle des États. Il peut être combiné, ça peut être à la fois. On peut être passager et puis voilà. Ça vient de ça. Un contexte économique. Et je pense que bon, il y a quand même pas mal d'effets de manche là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut Elon Musk, c'est ça qui pousser les ailes. Il a quand même, c'est vrai, il a poussé. Il a changé un certain nombre de. Il a changé des choses dans le paysage. Bon, la NASA l'a beaucoup aidé. Complètement, je veux dire, c'est du dumping, ce qui s'est passé. On est un petit peu avec l'Europe, Ariane, tout ça, donc, mais il a aussi développé ses lanceurs parce que la NASA donnait beaucoup d'argent pour les différents satellites. On a des prix complètement délirants. C'est comme ça qu'il a pu développer ce business. Donc, l'air de rien, même si l'initiative privée est puissante, elle a quand même besoin d'un ressort initial. Et c'est une combinaison des deux. C'est une combinaison des système entre les deux. Mais de là à dire on va aller sur Mars en 2035 ou 2040 grâce à Elon Musk, lui a parlé de 2026. Donc là, on est. C'est pour ça que je dis c'est des développements, parce que quand il dit 2026, c'est irréaliste. Ça n'a aucune raison de se produire. Il n'est pas en partie. Oui, il n'est pas en partie. Et puis en plus, vous voyez, on en sera seulement à faire la première collecte des gens. Justement, il y a les verrous technologiques. C'est quoi les grands verrous technologiques en réseau? Il faut des masses extraordinaires. Il faut transporter des masses extraordinaires pour emmener l'homme sur Mars. Donc, ça veut dire beaucoup de puissance, beaucoup de matériel. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est sur place? Est-ce qu'on ne peut pas amener le carburant? Il va falloir produire. Il va falloir compter sur de la production locale. C'est quand même qu'il y a des paris derrière. Je veux dire, on envoie les gens, on va s'assurer qu'ils vont pouvoir revenir. Sinon, voilà, c'est la fin. Le côté humain est hyper important en plus. Et on sait bien qu'un voyage comme ça, interplanétaire, pour des mois, c'est pas du tout la même chose que le voyage vers la Lune et le retour. On a quelques jours qui s'écoulent, alors que là, ça prend des mois, ça prend des années. Donc on est tous les verrous, c'est deux ordres de grandeur, en gros, plus difficiles. Et par ailleurs, voilà, il faut de la technologie qui est quand même à développer. Spécifiquement à Mars, pour poser des engins extrêmement lourds à la surface, c'est très compliqué. Il a fallu 20 ans à la NASA pour comprendre jusqu'à combien de. Et là, on parle de masse.
Et si vous voulez produire de l'énergie sur Terre, c'est comment? Le plus simple, c'est encore d'emmener les générateurs nucléaires. Oui, mais pour alimenter quelques personnes, eh ben, il vous en faut beaucoup. Donc voilà. Donc on a tout ça, c'est un beau projet. C'est un beau projet d'exploration humaine. Oui, c'est pour l'exploration humaine, c'est l'étape d'après. L'évolution de et un problème d'orbite, de changement d'orbite, ce qui est de l'eau à un moment donné, des lacs, par rapport à la Terre. Il y a quand même une chose qui différencie très fortement Mars de la Terre, c'est sa taille. Donc, qui dit plus petite taille, dit gravité plus faible. Donc, une gravité martienne, il est 3 fois plus faible. Donc, sa capacité à retenir les volatiles dans l'atmosphère, c'est plus faible que nous. Ajoutez à ce que disait le jeune homme tout à l'heure, le vent solaire, l'exposition, le fait qu'on n'ait pas de champ magnétique, eh ben, on est peut-être parti de la même configuration, atmosphère épaisse, dioxyde de carbone, température modérée en surface, effectivement de l'équipe. Et comme le champ magnétique s'est éteint et que la gravité en plus est beaucoup plus faible, tous les ingrédients dont on a besoin initialement, c'est l'atmosphère épaisse, ça part, ça s'en va. Ça met des centaines de millions d'années, voire des milliards d'années. Et puis quand on arrive à la situation actuelle, c'est-à-dire une atmosphère une petite atmosphère, et qui en plus n'a pas la capacité de retenir efficacement ces composés. Justement, l'objet de ma question, c'est qu'avec les connaissances qu'on a aujourd'hui en sciences et sur Mars, est-ce que la question de rendre Mars habitable se pose encore, ou est-ce qu'on sait si c'est définitivement voué à l'échec? Sans parler du caractère souhaitable de la chose.